Bon, alors, vous l'aurez compris, toutes les psychothérapies ou les thérapies de toutes sortes, depuis les plus incroyablement farfelues jusqu'aux plus rigoureusement scientifiques, peuvent attester de résultats positifs, peuvent produire des témoignages positifs, etc. Comment ça se fait? Ça tient à une chose simple de mon point de vue, c'est que toutes ces thérapies ou psychothérapies ont des résultats du fait de facteurs communs non spécifiques, qui ne sont pas dépendants de telle ou telle méthode. C'est des facteurs communs non spécifiques. Il y en a 4 à mon point de vue. L'effet placebo, l'effet Rosenthal, l'alliance et la motivation. Alors, l'effet placebo, ça se déclenche dès que les deux croient fermement que ça va être efficace au point de vue guérissant. L'effet Rosenthal se met en place quand le thérapeute est intimement convaincu que le client a des capacités pour s'en sortir, même si celles-ci ne sont pas apparentes. Donc l'effet placebo, l'effet Rosenthal. L'alliance, je vous en ai déjà parlé, c'est un élément fondamental aussi parce que ça permet de retrouver l'espoir, le sentiment qu'on va s'en sortir, etc. Et elle tient à une certaine qualité de présence du thérapeute, entre guillemets, c'est-à-dire en général qu'on trouve assez couramment à base de bienveillance, de respect et d'empathie. Et le quatrième point, après l'effet placebo, l'effet Rosenthal et l'alliance, c'est la motivation. Évidemment, s'il y a une motivation forte et que la personne a vraiment envie de s'en sortir parce qu'elle en a ras-le-bol de cette souffrance et de cette difficulté, ça aussi c'est un facteur de mobilisation vers la guérison. Donc ces 4 points sont des facteurs communs non spécifiques. Comme vous pouvez le voir, ça n'a rien à voir avec ou le savoir ou le savoir-faire du thérapeute. C'est non spécifique. Ces facteurs indépendants, non spécifiques, vont amener une mobilisation et une guérison relative, mais le biais cognitif qui va s'installer, c'est que aussi bien le client que le thérapeute vont attribuer ça à la méthode employée. Autrement dit, bien que ce soit des facteurs non spécifiques, chacun des deux pense que c'est la méthode employée qui est merveilleuse. D'où le fait qu'il y ait tellement de thérapies de toutes sortes. On disait qu'il y en avait presque jusqu'à 400. À la limite, on pourrait en avoir 1000, puisqu'il suffit que quelqu'un ait découvert quelque chose qui lui fait du bien, qui l'aide à s'en sortir, et puis qu'il érige ça en supposée méthode et qui convainc des gens que ça va les aider pour que ça soit une méthode de plus. Et à ce moment-là, du coup, bon, c'est pas forcément mauvais, ça part d'un bon sentiment, le désir de faire connaître quelque chose qui a été intéressant, efficace, etc. Mais en même temps, ça repousse encore le moment de découvrir quel est le noyau dur non spécifique de telle ou telle méthode psychothérapique qui serait nettement plus efficace. Alors évidemment, si on pense que toutes les méthodes donnent des résultats, à ce moment-là, ça revient à dire aucune n'est spécialement valable, toutes se valent. Eh bien, à mon avis, c'est une erreur, et ce qu'on pourrait se dire, c'est que s'il y en a une, ou plusieurs, ou quelques méthodes, dont les résultats sont nettement supérieurs aux facteurs communs non spécifiques, à ce moment-là, on pourrait réduire les 400 types de thérapie à quelques-unes seulement, puisque finalement, ce seraient les quelques-unes qui auraient un noyau dur suffisamment reconnu et suffisamment perceptible pour que ça donne des résultats valables. Eh bien, on peut reconnaître, à mon avis, ce type de thérapie à deux choses. D'une part, cela donne des résultats durables. L'approche thérapeutique amène un changement durable dans le temps.
Et ce changement durable est issu de la découverte par le client de nouvelles capacités désormais utilisables. Alors, je vais vous donner une comparaison qui permettra de mieux expliquer ce que je veux dire. Un certain nombre de maladies, ou plus simplement les vaccins par exemple, représentent une attaque de l'équilibre du corps, une attaque du corps. À ce moment-là, se mettent en place des défenses nouvelles, des systèmes de protection nouvelles, des capacités nouvelles du corps, qui sont les anticorps qui vont se développer à cette occasion. Autrement dit, avec le contact avec cette maladie, avec ces microbes, il y a des capacités qui se développent pour réussir à gérer la situation et pour la transformer. Ces capacités nouvelles, qui sont en somme des anticorps nouveaux, désormais vont être intégrés dans le corps de la personne qui a subi ce vaccin ou qui a subi cette maladie. Autrement dit, qu'est-ce qui se passe? Elle a été en contact avec la maladie, elle a développé des capacités pour y faire face, et ces capacités s'inscrivent durablement comme des nouvelles capacités qui désormais seront utilisables chaque fois qu'on rencontrera à nouveau ce genre de microbes. Eh bien, on pourrait dire qu'une psychothérapie ou quelques psychothérapies vraiment efficaces peuvent atteindre, on en parlera lors de la TBSI, peuvent atteindre ce résultat, c'est-à-dire que ce soit après un contact direct avec la source de la douleur, avec la source des symptômes, avec la source des conflits, bref, un contact. Il faut y aller, il faut aller au contact de cette partie qui souffre. Ensuite, il s'agit de trouver comment résoudre ce qui est en train de se passer et qui est source des symptômes. Et en dernier lieu, il faut que la personne s'approprie les capacités qu'elle vient de découvrir. C'est-à-dire qu'elle ne pense pas que c'est à cause du thérapeute ou à cause de la méthode, mais qu'elle découvre qu'elle-même est capable désormais de faire comme ça. Donc elle va au contact, elle trouve des moyens nouveaux et elle s'approprie désormais les capacités qui en découlent. Ça me paraît être la formule qui permettra de comprendre pourquoi une psychothérapie est différente de tout simplement le fond commun non spécifique, les facteurs communs non spécifiques. Alors, si on reprend ces 3 points, c'est pas si facile que ça, bien que ça soit simple dans le principe. Parce que aller au contact de ce qui est douloureux, de ce qui nous fait souffrir, de ce qui est le conflit interne source des symptômes, suppose de gérer cette question-là d'une façon différente de ce qu'on fait d'habitude. D'habitude, on fait comme nous proposent d'ailleurs les thérapies recouvrantes, c'est-à-dire essayer de supprimer le symptôme. Le but des thérapies recouvrantes, c'est de s'attaquer au symptôme pour le faire disparaître. Bon, c'est un but qui est très compréhensible et très prévisible, puisque en fait, personne d'entre nous n'aime avoir à souffrir et n'est prêt à aller au contact de sa douleur plutôt et cherche plutôt à la faire disparaître. C'est compréhensible parce que, en fait, notre réaction spontanée face à un choc, face à un traumatisme, face à une situation douloureuse, c'est d'abord de se protéger de l'émotion perturbatrice qui est engendrée à ce moment-là. Et le corps, même le corps lui-même, adopte cette réaction si on en croit les nombreux témoignages de personnes qui ont été gravement accidentées et dont le premier ressenti a été de ne pas ressentir, d'être anesthésié. Donc il est normal de commencer à se protéger en refusant de voir la douleur et en faisant le nécessaire pour qu'elle cesse immédiatement. Ça, c'est compréhensible, c'est normal, c'est sain. Mais lorsque la situation se chronicise et que le symptôme revient d'une façon difficilement contestable, alors la démarche qui consiste à supprimer le symptôme est totalement inadéquate. Pourquoi ? Parce que le symptôme, c'est un signal qui indique qu'il y a un conflit
interne qui se déroule. Supprimer le symptôme, ce serait comme supprimer l'alarme lorsque des voleurs commencent à vouloir rentrer dans notre maison. Si on supprime l'alarme, si on ferme la sirène d'alarme, si on essaye d'arrêter cette alarme qui nous casse les oreilles, on peut y arriver. Mais le problème, c'est que du coup, ça risque d'être beaucoup plus dangereux puisque justement, on ne voit pas que cette alarme était en train de nous signaler qu'il y avait un danger encore plus grand, à savoir les voleurs qui rentraient dans la maison. Eh bien, pour le symptôme, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que supprimer le symptôme, aller chercher à supprimer le symptôme, c'est souvent la plus mauvaise des stratégies, bien que ça soit la plus tentante. Or, la plupart des psychothérapies recouvrantes, des thérapies recouvrantes, vont essentiellement proposer de faire disparaître le symptôme, de faire taire l'alarme, sans se rendre compte que peut-être après la maison risque d'être dévastée par les voleurs. Vous êtes angoissé, alors on va vous proposer des tas de stratégies pour faire disparaître l'angoisse. Vous allez prendre des anxiolytiques, vous allez prendre je ne sais quoi, des fleurs de bac, vous allez faire telle ou telle action, il faut vous aérer, il faut faire du sport, il faut penser à autre chose, etc. Donc on va vous proposer de faire quelque chose pour faire disparaître ces angoisses. Vous êtes fatigué, vous verrez, on en parlera ensemble, que la fatigue est essentiellement due la plupart du temps dû à un conflit entre une partie de soi-même qui veut s'exprimer et une autre qui veut l'empêcher de s'exprimer, et que ce conflit interne nous épuise, nous prend beaucoup d'énergie, d'où la fatigue. Mais habituellement, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes fatigué, vous allez prendre des trucs anti-fatigue, vous allez prendre des vitamines, on va vous dire dormez plus, laissez tomber certaines de vos obligations, etc. Vous êtes pessimiste, morose, vous voyez la vie sous un angle triste, on va vous dire, mais pensez positif, voyez le beau qui existe autour de vous, faites la méthode Coué tous les matins, dites-vous je suis en pleine forme, etc. etc. Même chose, quoi. Il y a des tas de thérapies, là aussi, thérapies entre guillemets, qui ont toutes leurs stratégies pour vous aider à ne plus être pessimiste ou morose. Vous êtes déprimé, on va chercher à supprimer la dépression. Vous allez prendre des antidépresseurs, on va vous proposer de faire du yoga ou de vous réfugier dans je ne sais quelle addiction, ou de prier, ou de vous détacher de votre petit ego, ou de vous demander à votre entourage de vous soutenir, etc. Il va y avoir, là encore, des tas de propositions qui vont vous aider, soi-disant, et qui y arriveront d'ailleurs quelquefois, pour peu que les facteurs communs non spécifiques soient efficaces, qui vont vous aider à sortir de la dépression, à lutter contre la dépression, à vous empêcher d'être déprimé, au lieu de percevoir le conflit interne et qu'est-ce qu'il veut dire là-dessus. Vous êtes insomniaque, on va vous dire, prenez des somnifères, comptez les moutons, respirez calmement, faites de la relaxation, on va vous entraîner à faire de la relaxation, etc., etc. En fait, on peut faire une énorme liste de toutes les stratégies destinées à aller contre le symptôme afin de le faire disparaître. Donc, j'éviterai ici de citer les nombreuses méthodes dites thérapeutiques qui ont pour but de faire disparaître le symptôme, parce que je susciterai trop de résistance de la part de tous ceux d'entre vous qui sont adeptes de telle ou telle façon de faire. Mais je vous propose une méthode de repérage très simple. Posez-vous la question suivante. Est-ce que la pratique proposée ou est-ce que la pratique que j'adopte a pour but de faire disparaître le symptôme, de lutter contre le symptôme, d'en prendre le contre-pied? Si la réponse est oui, alors c'est une pratique recouvrante. C'est-à-dire, c'est une pratique qui est destinée à recouvrir la difficulté en faisant disparaître le signal d'alarme et qui peut amener des conséquences nettement plus importantes. En effet, en refusant le négatif en nous pour privilégier exclusivement le positif, et Dieu sait s'il y a beaucoup d'approches dites thérapeutiques qui vous poussent vers le positif à tout prix,
En refusant le négatif, nous prenons le risque de retour de flamme, violent, inattendu ou sournoisement destructeur. Tout ce négatif, il est quelque part. Et il va falloir faire avec. Mais si on ne le voit pas, si on ne le traite pas, il va nous revenir dans la figure comme si on avait essayé à tout prix de l'oublier et que du coup, il vienne là pour se rappeler à nous. Alors, le négatif, c'est quoi? Le négatif, c'est tout ce qu'on n'aime pas voir en nous. Et Dieu sait, ici, il y a pas mal de choses. Tout ce qu'on refuse. La douleur, les émotions désagréables, les pensées morbides ou violentes, les différentes pulsions interdites qui s'agitent en nous. N'importe quoi qu'on n'aime pas percevoir en nous, on le met de côté. On le met sous le tapis. On ne veut pas le voir. On verra un peu plus tard que notre personnalité s'est bâtie essentiellement en choisissant des traits de caractère positifs et donc en refusant leur contraire. Si je me suis bâti ma personnalité comme quelqu'un qui est diplomate, attentif à l'autre, qui cherche à faire plaisir, qui est sympa et tout, eh bien, pour être comme ça, je dois refuser les aspects opposés, c'est-à-dire je ne serai pas coléreux, pas égoïste, pas indifférent à l'autre, etc. C'est-à-dire je vais devoir trier les éléments de mon caractère que je conserve et ceux que je refuse. Mais ces aspects refusés, ils continuent à exister. Et dans certaines circonstances de la vie, ils cherchent à se faire entendre. Parce que peut-être ils sont utiles à ce moment-là. Ils cherchent à émerger, ils cherchent à se faire reconnaître, à prendre le pouvoir à l'intérieur de nous. Et donc, si on se contente d'essayer de faire disparaître les symptômes liés au conflit entre la majorité au pouvoir qui ne veut pas entendre parler de ça et la minorité qui cherche à se faire exprimer, il y a des chances pour que cette minorité cherche à s'exprimer autrement. Par exemple, par des maladies, des angoisses et tout ce qu'on veut. Donc, en résumé, les approches recouvrantes, les approches thérapeutiques, entre guillemets, qui cherchent à supprimer le symptôme et qui s'attaquent directement aux symptômes, sont une erreur. Parce qu'elles ne permettent pas, contrairement à l'exemple que je vous ai donné des vaccins, d'aller au contact de tout ce négatif, d'apprendre à le gérer, de découvrir des capacités nouvelles dans ce conflit avec cet aspect autrefois refusé, et du coup, de s'enrichir au point de vue personnalité et de devenir plus adaptable. Ma personnalité est devenue plus complexe et aussi plus adaptative, comme dans l'histoire du vaccin, où le corps a acquis des nouvelles capacités, il est donc devenu plus complexe et plus adaptatif. Si je refuse d'aller au contact de ça, et si j'essaye à tout prix d'avoir des stratégies pour éviter la douleur, les émotions violentes, les conflits, les tensions, et pour essayer de supprimer le signal qui dit qu'il y a quelque chose à résoudre, eh bien, je passe à côté, et d'une part de la possibilité de régler le problème dans lequel je suis, et d'autre part d'acquérir des capacités nouvelles qui seront désormais intégrées. Alors, on reviendra évidemment plus en détail sur la façon de faire avec les différents symptômes et comment on peut traiter ça pour enrichir notre personnalité, désormais, de nouvelles capacités qu'auparavant on s'interdisait d'avoir ou auxquelles on n'avait pas accès précédemment. Ça, je crois que c'est un point essentiel qui nous amènera vers ce que je disais au début, c'est-à-dire un changement durable, issu de nouvelles capacités qu'on peut s'approprier. Voilà, alors donc, je vous expliquerai tout ça en détail, au fur et à mesure.